7 ans de mariage, je me considérais comme la femme la plus heureuse du monde, une princesse sortie d'un conte de fées moderne. Mon mari, Sébastien Dubois, était un architecte de renom dans le milieu parisien, un homme couronné de succès. Il n'était pas seulement beau et talentueux, il me chérissait d'une manière qui rendait toutes mes amies jalouses. Chaque matin, il se levait avant moi pour déposer sur la table une tasse d'eau chaude au miel et un petit déjeuner simple, soigneusement préparé. Il me disait toujours que mon estomac fragile ne supporterait pas de sauter un repas. Chaque soir, peu importe l'heure tardive de son retour, son premier geste était d'entrer dans notre chambre, de m'enlacer par derrière, de respirer profondément le parfum de mes cheveux et de murmurer « Je suis rentré, mon amour ». Ses gestes tendres et ses mots doux avaient tissé un filet d'amour si solide que je lui faisais une confiance aveugle, m'y abandonnant corps et âme, prête à tout sacrifier pour lui. Pour lui, et uniquement pour lui, j'avais renoncé à l'avenir radieux que mon père m'avait préparé. Le poste de directrice financière du groupe Beaumont, notre empire familial. J'avais défié mon père, refusé un mariage arrangé et suivi l'appel du cœur. Je voulais prouver à tous que mon choix était le bon. Je voulais bâtir de mes propres mains un foyer simple où seul l'amour véritable existerait, sans la pression de l'argent ou du statut. Et j'avais réussi. J'étais devenue une femme au foyer, entièrement dévouée. Notre penthouse, situé dans un magnifique immeuble haussmannien du 16e arrondissement, était passé d'un espace vide à un véritable cocon que j'avais façonné avec amour. Chaque recoin de l'appartement portait la marque de mon attention. Du vase de lys frais changé chaque jour au dîner copieux garni de ses plats mijotés préférés, je connaissais par cœur la moindre de ses habitudes. Du café allongé sans sucre le matin au coussin moelleux qu'il fallait glisser sous ses reins lorsqu'il lisait, ma vie entière tournait autour de lui. Ma joie était de voir son sourire satisfait lorsqu'il rentrait à la maison après une dure journée de travail. Il me serrait dans ses bras et me disait toujours « T'avoir à la maison, Élise, c'est la plus grande chance de ma vie. » Et moi, naïvement, je croyais en cette parole comme en l'Évangile. Notre vie paisible suivait son cours. Puis, il y a environ 6 mois, tout a commencé à changer lorsque Camille Lefebvre et son jeune fils emménagèrent dans l'appartement du dessous. La première fois que je l'ai rencontrée, elle se débattait avec de lourds cartons devant l'ascenseur. À côté de cette femme menue, mais au visage pâle et fatigué, se tenait un petit garçon de 3 ans, maigrelet et timide. Sans hésiter, je lui ai offert mon aide. Elle m'a raconté qu'elle était une mère célibataire, divorcée de son mari, montée à Paris pour réussir seule avec son enfant. Son histoire tragique a immédiatement éveillé ma compassion. Dès ce jour, j'ai commencé à lui rendre visite fréquemment pour aider la mère et le fils. Je donnais des gâteaux à son fils, Léo, et je cuisinais souvent en plus grande quantité pour leur apporter un repas. Sans la moindre méfiance, je la considérais comme une petite sœur, une amie. Camille semblait extrêmement reconnaissante. Elle me remerciait constamment, disant que j'étais leur bienfaitrice. Parfois, elle nous apportait un petit gâteau ou une tarte aux pommes qu'elle disait avoir faite maison. C'est un petit quelque chose pour vous remercier, Élise, Sébastien. Au début, Sébastien ne lui prêtait guère attention. Mais lors d'une de ses visites, il se trouvait à la maison. À partir de ce moment, elle commença à manifester une admiration non dissimulée à son égard. « Waouh! Monsieur Dubois est vraiment un architecte exceptionnel. Rien qu'à voir votre intérieur, on sent votre niveau. » Ou encore, « Élise, vous avez tellement de chance d'être mariée à un homme aussi brillant que Sébastien. Quel homme n'apprécierait pas de tels compliments ?» Sébastien a commencé à s'intéresser peu à peu à cette pauvre voisine. Parfois, il allait réparer un robinet qui fuyait chez elle ou lui montrait comment monter une nouvelle étagère. Tout cela se déroulait sous mes yeux, de manière si naturelle que je n'ai eu aucun soupçon. Au contraire, j'étais heureuse que mon mari soit un homme si gentil et serviable. J'étais trop stupide, trop aveugle pour réaliser que ma propre gentillesse avait ouvert la porte au loup. Des changements subtils ont commencé à apparaître. Sébastien rentrait de plus en plus tard. La raison était toujours la même. Un nouveau projet en phase finale, une réunion avec un client. Ses appels téléphoniques se sont multipliés, et il prenait l'habitude de sortir sur le balcon pour répondre, prétextant ne pas vouloir me déranger. Une fois, j'ai aperçu par hasard un message WhatsApp sur l'écran de son téléphone, d'un contact enregistré sous le nom de « Petite stagiaire ». « Tu es bien rentrée. Tu nous manques beaucoup.
à Léo et à moi. Lorsque je l'ai interrogé, il a balayé mes craintes d'un revers de la main. Ce n'est qu'une jeune interne de l'agence qui me voit comme un grand frère, elle prend juste des nouvelles. Il a même ri, me reprochant gentiment ma jalousie inutile. Et je l'ai cru. Je me suis fustigé, me disant que j'étais trop sensible. Je me suis juré de faire une confiance absolue à mon mari. J'ai même ressenti de la culpabilité de l'avoir suspecté. Son jeu d'acteur était si parfait, si rodé, qu'il avait fait de moi, sa femme depuis 7 ans, l'idiote de sa propre pièce de théâtre. Puis vint le jour fatidique. C'était le jour de notre 7e anniversaire de mariage. J'avais préparé un dîner romantique aux chandelles, avec du bon vin et tous les plats préférés de Sébastien. J'avais enfilé la robe en soie rouge qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire, et je l'attendais, le cœur palpitant. Mais 10 à 8 heures, 10 à 9 heures, 20 heures passèrent. Il n'était toujours pas là. J'ai appelé, sans réponse. Vers 21 heures, j'ai reçu un message urgent de sa part. Mon amour, désolé, un problème de dernière minute avec un partenaire, je dois filer régler ça. J'arrive dès que possible. Ne m'attends pas pour dîner. La déception et le vide m'envahirent, mais je me suis forcé à sourire et à répondre. Pas de souci, mon cœur. Règle tes affaires, je t'attends à la maison. J'ai débarrassé la table, rangeant les plats désormais froids dans le réfrigérateur. Je me sentais complètement vide. Cette nuit-là, une averse soudaine s'est abattue sur Paris. Le bruit du tonnerre qui grondait dans le ciel m'a réveillé. Je me suis souvenu que j'avais lavé le matin, même la nouvelle parure de lit en soie, qu'il m'avait ramenée d'Italie et que je l'avais étendue sur notre toit-terrasse. C'était notre jardin privé sur le toit, un espace que j'avais aménagé avec des fleurs parfumées et un petit salon de jardin où nous aimions parfois observer les étoiles. Craignant que la précieuse parure ne soit trempée, j'ai rapidement enfilé un peignoir fin, pris un parapluie et suis monté sur le toit. L'escalier menant à la terrasse était assez sombre, seule une faible lueur jaune filtrait par l'entrebâillement de la porte. En approchant, une étrange sensation m'a envahi. Pourquoi la porte du toit, que Sébastien fermait toujours méticuleusement, était-elle entr'ouverte aujourd'hui? Et par-delà le bruit de la pluie battante, j'ai entendu un autre son. Un son qui a glacé mon sang et figé tout mon être. Ce n'était ni le vent, ni la pluie. C'était le rire cristallin d'une femme, entremêlé de la voix douce et tendre d'un homme. Une voix que je ne pouvais confondre avec aucune autre, celle de mon mari, Sébastien. Je suis devenu sourde à tout le reste. Le fracas de la pluie, le grondement lointain du tonnerre semblait absorbé par le silence de mort qui s'était emparé de mon âme. Je suis resté pétrifié sur la dernière marche, serrant toujours fermement mon parapluie, sentant les gouttes de pluie froide s'infiltrer par l'ouverture et mordre ma peau. Mais rien ne pouvait être plus froid que mon cœur à cet instant. La voix de Sébastien, cette même voix qui me murmurait des mots d'amour chaque soir à l'oreille, usait maintenant de la même tendresse pour réconforter une autre femme. « Allons, ma chérie, n'aie pas peur d'un peu de pluie. Je suis là, non ?» Le rire de Camille a retenti, strident, me perforant les tympans comme une perceuse. « C'est juste une excuse pour me blottir contre toi. C'est tellement romantique ici, tu ne trouves pas ? On dirait qu'on est seuls au monde. Seuls au monde. » Ces mots ont frappé ma poitrine comme un marteau de forgeron, et j'ai eu du mal à respirer. Alors moi, dans son monde, qu'étais-je? Sa femme. Un simple ornement pour décorer sa maison parfaite? Ou juste une pauvre idiote qui s'était fait berner? Je ne sais pas d'où m'est venu le courage. Mes pieds pesaient une tonne, chaque pas était une torture. Je me suis caché silencieusement contre le mur, près de la porte, et j'ai jeté un coup d'œil à travers l'entrebâillement. Et là, le spectacle le plus horrible de ma vie s'est déroulé sous mes yeux. Sous la faible lumière jaune des lampes de jardin, Sébastien et Camille étaient enlacés sur la balancelle que j'avais mis tant de soin à choisir. La chemise blanche de Sébastien était déboutonnée, et Camille ne portait qu'une fine nuisette, trempée par la pluie, qui moulait chacune de ses courbes. Ils s'embrassaient. Un baiser passionné, brûlant, sans la moindre retenue. Les mains de Sébastien, celles qui tenaient les miennes chaque jour, parcouraient maintenant le corps d'une autre femme. Mon cœur a semblé être broyé par une main invisible, se brisant en 1000 éclats tranchants. 7 ans d'amour, 7 ans de sacrifice, 7 ans d'efforts. Tout n'était plus qu'un tas de cendres, une farce grotesque. Je pensais que j'allais hurler, me précipiter sur eux et les gifler. Mais non.
Du plus profond de mon âme, une froideur terrifiante est montée, éteignant toute autre émotion. La douleur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée en un bloc de glace solide qui anesthésiait chacun de mes nerfs. Mes larmes ne coulaient plus. Ma poitrine ne me faisait plus mal. Il ne restait qu'un vide béant et une détermination glaciale. Je ne leur montrerai pas que j'étais anéanti. Je ne leur donnerai pas le plaisir de se réjouir de ma souffrance. Sans un bruit, j'ai reculé, pas à pas. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai fait demi-tour calmement et j'ai descendu les escaliers. Mes pas étaient étrangement fermes. Je suis retourné dans le penthouse et j'ai refermé la porte. Dans le silence de l'appartement, seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Je me suis dirigé droit vers la lourde porte blindée qui menait de l'intérieur de l'appartement au toit. Je me suis souvenu que Sébastien s'était vanté d'avoir installé une serrure spéciale qui ne pouvait être ouverte que de l'intérieur, pour une sécurité absolue. J'ai trouvé la clé marquée d'une étoile sur mon trousseau. Un déclic sec a retenti. La porte du toit était maintenant verrouillée de l'intérieur. Maintenant, ils pouvaient profiter de leur monde à eux aussi longtemps qu'ils le voulaient, mais ce n'était pas suffisant. Je me suis approché du disjoncteur général de l'appartement, dans un coin du salon, chambre, cuisine. Et enfin, le grand interrupteur rouge principal. Sans la moindre hésitation, je l'ai abaissé d'un coup sec. Avec un claquement sourd, l'appartement tout entier a été plongé dans l'obscurité et un silence absolu. Les faibles lumières de la ville au dehors projetaient des ombres étranges. Debout dans le noir, j'ai tendu l'oreille. Je pouvais imaginer leurs visages surpris sur le toit lorsqu'ils réaliseraient que la lumière était coupée et qu'ils étaient piégés. Mais cela ne m'importait plus. Ils ne l'avaient pas volée. Sans même allumer une lampe de poche, je suis entré dans la chambre. L'obscurité était comme ma meilleure amie. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti ma plus grande valise. Je n'ai pas pris mes vêtements. À la place, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti mes livrets d'épargne personnelle, la parure de diamant que ma mère m'avait offerte pour mon mariage, mon passeport et toutes mes pièces d'identité. Ensuite, je me suis dirigé vers le bureau de Sébastien et j'ai ouvert le petit coffre-fort dont le code était ma date de naissance. À l'intérieur se trouvaient quelques devises étrangères, les actes de propriété de l'appartement, la carte grise de la voiture et tous les documents importants. J'ai tout pris, sans rien laisser. Tout cela était des biens que mes parents m'avaient donnés avant le mariage, à mon nom. Sébastien m'avait convaincu de les mettre dans son coffre pour qu'ils soient en sécurité. Je comprenais maintenant le sens de cette sécurité. J'ai tout placé soigneusement dans un sac séparé à l'intérieur de la valise. Je n'ai rien emporté de ce qu'il m'avait offert. Je ne voulais pas de souvenir d'un traître. Une fois mes préparatifs terminés, j'ai traîné la valise jusqu'au salon. J'ai jeté un regard à notre photo de mariage sur l'étagère. Mon sourire heureux sur la photo me semblait si faux, si ridicule. J'ai pris le cadre, prêt à le fracasser au sol, mais je me suis arrêté. J'ai simplement retourné le cadre face au mur. Je n'allais rien casser, ne pas faire de scandale. Je partirai silencieusement comme le vent, lui laissant un appartement vide et froid, et le chaos qu'il devrait gérer lui-même. J'ai mis mon sac à main sur mon épaule, j'ai pris la poignée de ma valise, et je me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis arrêté un instant. J'ai sorti un rouge à lèvres de mon sac, et j'ai écrit une courte phrase sur le grand miroir de l'entrée, « Amusez-vous bien ». Puis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi. Mon évasion avait commencé. Dehors, l'obscurité et la pluie semblaient saluer ma liberté. À cet instant, je savais que l'Élise d'hier était morte. Le bruit des roulettes de ma valise sur le sol du couloir était le seul son qui brisait le silence de la nuit. En entrant dans l'ascenseur, j'ai vu mon reflet dans le miroir, une femme au visage froid, sans la moindre trace d'émotion. C'était à des lieues de l'épouse douce et souriante que je voyais chaque jour. Le choc initial était passé, remplacé par un calme effrayant. Il n'y avait plus de place dans ma tête pour la douleur ou les larmes, seulement pour le calcul de la prochaine étape. Où aller? Chez mes parents? Non, pas encore. Je ne voulais pas apparaître devant eux comme une ratée, la fille qui avait désobéi à son père pour finir misérablement. Je devais récupérer tout ce qui m'appartenait. Je devais faire payer ceux qui m'avaient piétiné. J'ai décidé de m'installer à l'hôtel en attendant de pouvoir revenir la tête haute.
Un endroit assez luxueux et discret pour commencer mon plan et me cacher. Le taxi filait à travers les rideaux de pluie, laissant derrière moi l'immeuble de luxe qui avait été mon refuge et mon univers tout entier. Ce n'était plus qu'une cage dorée et vide, emprisonnant deux pêcheurs. En m'enregistrant dans l'un des plus grands palaces parisiens, j'ai demandé une suite au dernier étage, avec une vue panoramique sur les lumières de la ville. La chambre spacieuse et opulente était remplie de meubles raffinés et baignée dans une chaude lumière jaune. Un contraste total avec la vie simple et recluse que j'avais volontairement choisie ces 7 dernières années. J'ai posé ma valise et me suis approché de l'immense baie vitrée, contemplant la ville qui scintillait comme une voie lactée. Depuis combien de temps n'avais-je pas ressenti cela? Le sentiment d'être vraiment moi-même, de vivre dans un monde qui m'appartenait vraiment. J'ai sorti de la poche secrète de mon sac à main un nouveau téléphone. Un appareil que j'utilisais autrefois pour contacter uniquement les personnes de mon ancien monde. J'ai cherché un nom dans le répertoire, Pierre Girard. Mon ancien assistant. Pierre était jeune, brillant, vif et d'une loyauté absolue. Il travaillait pour moi avant mon mariage. Malgré ma retraite de ces 7 dernières années, j'avais continué à lui verser discrètement un salaire, précisément pour un jour comme celui-ci. Le téléphone a sonné une seule fois avant qu'il ne décroche. La voix de Pierre était un mélange de joie et d'inquiétude. « Madame Beaumont, vous m'appelez enfin? Est-ce que tout va bien ?» Sa voix familière était comme un courant chaud, faisant fondre le mur de glace autour de mon cœur. « Ça va, Pierre, » ai-je répondu, la voix légèrement rauque. « J'ai besoin de votre aide pour quelques petites choses. Immédiatement. »« Dites-moi, madame. »« N'importe quoi. » répondit-il sans la moindre hésitation. Premièrement, enquêter sur la situation financière personnelle de Sébastien Dubois au cours des 6 derniers mois. Tous ses comptes bancaires, cartes de crédit, prêts, transactions anormales. Tout. Deuxièmement, rassembler toutes les informations possibles sur une femme nommée Camille Lefebvre, qui vit actuellement au 2405, l'étage en dessous de mon appartement. Son passé, ses relations, sa situation maritale, tout. Je veux un rapport détaillé sur mon bureau demain matin à 9 heures. Entendu, madame. Je m'en occupe sur le champ, répondit Pierre, professionnellement. Il ne posa aucune question, ne montra aucune curiosité. C'est pour cela que je lui ai toujours fait confiance. Et Pierre, ai-je ajouté, demain matin à 8 heures, venez ici avec maître Bertrand Laurent. Dites-lui que la fille de monsieur Jean-Claude Beaumont souhaite le voir de toute urgence. Maître Laurent, l'avocat du groupe, demanda Pierre, légèrement surpris. Oui, lui-même. Dites-lui simplement cela, il comprendra. J'ai raccroché, et j'ai poussé un long soupir. La machine était en marche. Maître Laurent était l'avocat principal de notre groupe, un vieux renard du monde des affaires. Il avait traversé d'innombrables tempêtes aux côtés de mon père. Il était plus qu'un simple avocat. Il était comme un oncle, un confident en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Penser à mon père a fait naître une amertume dans ma poitrine. Je me suis souvenu du jour où j'avais décidé de tout quitter pour Sébastien. Mon père, toujours strict mais qui m'aimait inconditionnellement, m'avait regardé avec des yeux pleins de déception. « Élise, je ne t'empêcherai pas d'aimer. Mais l'amour ne peut pas être tout. Ce Sébastien Dubois, il a trop d'ambition dans le regard. J'ai peur qu'il ne vienne pas à toi uniquement par amour. Tu as grandi dans la soie. Comment supporteras-tu une vie ordinaire? J'ai peur que tu souffres, ma fille. » À l'époque, j'étais jeune et je croyais aux contes de fées. J'avais rétorqué à mon père que je n'avais pas besoin d'argent, que son amour me suffisait, que je lui prouverais que mon choix était le bon, et j'étais parti. Ces 7 dernières années, j'avais presque coupé les ponts avec ma famille. J'appelais parfois ma mère pour lui mentir, lui dire que j'allais très bien et que j'étais heureuse. Mon orgueil était trop grand pour admettre que j'avais eu tort. Mais maintenant, cet orgueil avait été brisé en 1000 morceaux par la trahison de Sébastien. Mon père avait eu raison. Il avait vu clair en Sébastien dès le début. Le regret et la culpabilité m'envahirent. J'avais tant fait souffrir mes parents, mais je me suis dit que ce n'était pas le moment de faiblir. Je devais être forte. Je devais tout récupérer, pas seulement pour moi, mais pour l'honneur de ma famille. Pour prouver que la fille de Jean-Claude Beaumont, même si elle était tombée, savait se relever et devenir encore plus forte qu'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Assise près de la fenêtre, j'ai planifié chaque étape de ma vengeance. Un plan sophistiqué, cruel et sans retour. Ils m'avaient prise pour une idiote. Alors j'allais leur montrer à quel point les conséquences pouvaient être terribles quand une idiote intelligente se met en colère. Dans ce jeu, je ne serais pas seulement une joueuse, mais celle qui dicterait les règles. Et avec le soutien du monde que j'avais abandonné, je savais que la victoire était déjà à ma portée. Pendant que j'étais assise dans ma luxueuse suite d'hôtel, planifiant chaque coup de ma guerre, ailleurs, sur le toit froid d'un immeuble, la tragicomédie de deux traîtres ne faisait que commencer. Je pouvais imaginer la scène comme un film au ralenti. Lorsque les lumières du penthouse se sont éteintes et que la musique douce qui sortait de l'enceinte Bluetooth de Sébastien s'est arrêtée, ils ont sûrement pensé qu'il s'agissait d'une simple panne de courant dans tout l'immeuble. « Oh, une panne, mon chéri !» aurait probablement dit Camille d'une voix mielleuse, se serrant encore plus fort contre Sébastien pour chercher sa protection. Avec l'assurance d'un homme qui a tout vu, Sébastien l'aurait probablement rassuré en riant. « Ne t'inquiète pas, ma belle, ça va revenir. » C'est encore plus romantique, non? Admirer la pluie et la ville dans le noir. Ils ont probablement savouré quelques minutes de plus de cette romance coupable, sans savoir que c'était leurs derniers instants de paix. Mais 5, 10, 30 minutes passèrent, et l'électricité ne revenait pas. La pluie devenait de plus en plus forte, et le froid commençait à mordre leur peau. La fine nuisette de Camille ne pouvait pas la protéger du froid glacial. Elle a commencé à trembler et à se plaindre. « J'ai si froid, Sébastien. Pourquoi ça ne revient pas? Descendons. » C'est alors que Sébastien a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Il a laissé Camille et s'est approché de la porte blindée menant à l'appartement. Il a poussé de toutes ses forces, mais la porte n'a pas bougé d'un centimètre. Il a tourné la poignée, mais elle était fermement verrouillée. L'inquiétude a commencé à se dessiner sur son visage. « La porte est fermée à clé », aurait-il crié. « Comment est-ce possible? Je l'avais juste laissée entr'ouverte en montant. » Camille l'aurait rejoint, et ensemble, ils auraient poussé, tiré, secoué la porte, mais en vain. La porte blindée, conçue pour repousser les voleurs, était devenue un mur infranchissable, les emprisonnant, eux, les coupables. La vraie panique s'est emparée d'eux. La pluie tombait toujours à verse, et les éclairs zébraient le ciel, illuminant leurs deux visages blêmes de froid et de peur. « Qu'est-ce qu'on fait, Sébastien? On est coincé ici. » Camille s'est mise à pleurer, sa séduction d'antan s'étant envolée pour ne laisser place qu'à une femme faible et pitoyable. Dans sa panique, Sébastien a probablement crié mon nom. « Élise, tu es là? Ouvre la porte. Élise. » Mais tout ce qui lui a répondu fut le bruit de la pluie et un silence terrifiant venant de l'appartement. Il a commencé à frapper la porte de toutes ses forces, la heurtant avec son épaule, la frappant du pied, mais la porte, se moquant de son impuissance, ne bougeait pas. Épuisés et désespérés, ils n'ont eu d'autre choix que de se blottir dans un coin, s'étreignant pour se réchauffer. Mais cette chaleur ne pouvait chasser le froid de la culpabilité et de la peur qui montaient en eux. Ils sont restés piégés près de 3 heures dans le noir et sous la pluie. Puis, une faible lueur d'espoir est apparue. Sébastien s'est soudainement souvenu de la porte de secours menant à l'escalier de service commun de l'immeuble. Ils se sont précipités vers elle. Heureusement, cette porte n'était pas verrouillée. Comme des naufragés s'agrippant à une planche, ils ont ouvert la porte en hâte et se sont engouffrés à l'intérieur. Ils ont dévalé les escaliers de secours, leur corps trempés et tremblants. Arrivé au 25e étage, devant la porte de notre appartement, Sébastien a inséré la clé en toute hâte. La porte s'est ouverte, mais l'intérieur était toujours un espace sombre et glacial. Il a cherché à tâtons l'interrupteur pour allumer la lumière. Rien ne s'est passé. Il a réalisé que la panne ne concernait pas tout l'immeuble, mais seulement son appartement. Un sinistre pressentiment lui a glacé le sang. Il s'est précipité vers le disjoncteur. L'interrupteur principal rouge était en position off. Il l'a relevé. La lumière du salon s'est allumée, révélant une scène qui a stupéfié Sébastien et Camille. L'appartement, habituellement si ordonné et chaleureux, semblait étrangement vide et froid. La photo de mariage sur l'étagère était retournée contre le mur, et sur le grand miroir de l'entrée, des lettres écrites avec un rouge à lèvres écarlates se lisaient clairement « Amusez-vous bien ». « Où est Élise ?» a crié Sébastien en se précipitant dans la chambre. La pièce était vide.
L'armoire était grande ouverte, mais seuls ses vêtements y étaient. Mon coffret à bijoux était vide. Le petit coffre-fort était ouvert, et il n'y restait pas une seule feuille de papier. Toute trace de moi semblait avoir été effacée. Seul le subtil parfum de lys flottait encore dans l'air. Elle est partie. Elle a tout découvert. Sébastien s'est probablement effondré sur le sol, se prenant la tête trempée entre les mains. Panique, peur, et même la rage d'avoir été dupé, toutes ces émotions contradictoires explosaient en lui. Camille se tenait sur le seuil de la porte, le visage livide. « Qu'est-ce qu'on va faire, Sébastien? Elle sait tout. Elle ne nous laissera pas tranquilles. Elle est si riche, sa famille. »« Taise-toi » a hurlé Sébastien, coupant court à ses lamentations. Il s'est relevé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, comme une bête en cage. « Non, je ne peux pas laisser tout s'effondrer comme ça. » Il a commencé à calculer. Elle est juste partie sur un coup de tête, en colère. Elle doit être chez une amie. Oui, il s'est rassuré lui-même. Ce que je dois faire maintenant, c'est jouer la victime. Il s'est tourné vers Camille. Son regard était déjà devenu acéré et calculateur. « Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu dois parfaitement jouer le rôle de la gentille voisine inquiète. Et moi, je serai le pauvre mari abandonné sans un mot par sa femme. Nous devons avoir une longueur d'avance sur elle. Il faut que tout le monde croie que c'est elle qui est en tort. » Ainsi a commencé leur deuxième pièce de théâtre. Sébastien a pris son téléphone et a commencé à appeler mes amis les plus proches. D'une voix remplie d'inquiétude et de douleur, il a inventé une histoire selon laquelle j'avais soudainement fait une crise, que j'étais parti de la maison en colère sans aucune raison. La pièce des victimes était parfaitement mise en scène, mais ils ignoraient que l'unique spectatrice de leur comédie, moi, les observais sereinement de très loin, préparant une contre-attaque qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil illuminaient ma suite luxueuse, je fus réveillé par la sonnette. Pierre Girard et maître Bertrand Laurent étaient arrivés, comme convenu. J'ai rapidement enfilé un peignoir en soie et j'ai ouvert la porte. Pierre s'est incliné, tenant dans une main une épaisse mallette de documents et dans l'autre un sac contenant un petit déjeuner chaud. Derrière lui se tenait maître Laurent. À plus de 60 ans, ses cheveux étaient grisonnants, mais ses yeux étaient toujours vifs et perçants, dégageant l'assurance d'un homme habitué au combat. « Mademoiselle Élise », dit-il d'une voix chaleureuse, son regard empreint d'une sincère préoccupation paternelle. Pierre m'a mis au courant. Vous avez dû traverser une terrible épreuve. Sa présence et ses mots ont eu l'effet d'un calmant, renforçant ma détermination. Entrez, maître, entrez, Pierre. Je les ai conduits vers le grand canapé du salon. Pendant que Pierre préparait le petit déjeuner, maître Laurent n'a pas perdu une seconde. Il est allé droit au but. Racontez-moi tout, Élise. Plus ce sera détaillé, mieux ce sera. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé mon récit de ces 7 dernières années. Ma décision de quitter ma famille, le mariage en apparence parfait, l'arrivée de Camille, les détails suspects et enfin, la nuit fatidique sur le toit et mon évasion. J'ai parlé calmement, sans une seule larme, sans une seule plainte. J'ai simplement exposé les faits, nus et douloureux. Maître Laurent a écouté avec une attention extrême, hochant la tête de temps en temps, son regard devenant de plus en plus acéré. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un moment, puis a légèrement tapé sur la table. Quel misérable! Oser tromper la fille de Jean-Claude Beaumont. Il a du cran, celui-là. Il s'est tourné vers moi et a dit d'une voix ferme, « Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de cette affaire. Lui et cette femme paieront pour ce qu'ils ont fait. Mais d'abord, nous devons lui couper les vivres. Un homme comme lui, ambitieux et dépendant de l'argent, perd tout quand il perd son argent. » C'était exactement ce que j'avais en tête. « Que dois-je faire, maître ?» ai-je demandé. Maître Laurent a pris une gorgée du thé que Pierre venait de servir, puis a dit lentement, « L'appartement et la voiture sont à votre nom, des biens acquis avant le mariage. Il n'a aucun droit dessus. Le problème, ce sont les comptes bancaires et les cartes de crédit. Si je me souviens bien, vous lui aviez donné une carte de crédit familiale platine de votre banque privée, sans plafond. Oui, c'est exact. Ai-je acquiescé? C'était ma plus grande erreur. Une preuve de confiance absolue qui avait été honteusement exploitée. La première chose à faire, a dit maître Laurent,
est d'appeler immédiatement le directeur de votre agence et de demander la suspension de toutes les cartes secondaires au nom de Sébastien Dubois. En tant que titulaire principal et client VIP, votre demande sera traitée instantanément et faites bloquer le compte joint que vous partagez. J'ai suivi ces instructions sur le champ. J'ai appelé M. David, le directeur d'agence français avec qui j'entretenais de bonnes relations. Après lui avoir brièvement expliqué la situation, il n'a pas posé de questions et a simplement dit d'une voix professionnelle. « Entendu, Madame Beaumont. Tout sera réglé dans les 5 minutes. » Effectivement, quelques minutes plus tard, une notification de la banque est apparue sur mon téléphone. À votre demande, la carte secondaire a été suspendue. Le compte joint a été temporairement gelé. Pendant ce temps, Pierre avait ouvert son ordinateur portable pour nous montrer les informations qu'il avait recueillies pendant la nuit. « Madame, maître, voici un rapport préliminaire. » Il a tourné l'écran vers nous. Au cours des 6 derniers mois, Sébastien Dubois a retiré près de 27 000 € en espèces du compte joint pour des raisons non spécifiées. Avec la carte de crédit familiale, il a dépensé plus de 55 000 €, principalement pour des articles de luxe, sacs, montres, bijoux et des séjours dans des hôtels 5 étoiles. Coïncidence, ces dépenses ont toutes eu lieu les jours où il prétendait être en déplacement professionnel. Pierre a continué. Quant à cette Camille Lefebvre, son passé est assez complexe. Elle n'est pas mère célibataire, elle est toujours mariée. Son mari travaille actuellement à l'étranger. L'enfant, Léo, n'est pas son fils biologique, mais le fils de sa sœur décédée dans un accident qu'elle a adopté. Elle a déjà été impliquée dans plusieurs affaires d'escroquerie sentimentale visant des hommes fortunés. Tout devenait clair. Une pièce de théâtre parfaite avait été montée pour me tromper. Ma compassion avait été cruellement exploitée. Excellent travail, Pierre, a hoché la tête, maître Laurent. Continuez à creuser le passé de cette femme. Je suis sûr qu'il y a d'autres histoires intéressantes à déterrer. À cet instant précis, je pouvais imaginer la scène ailleurs. Sébastien, probablement pour se faire pardonner la nuit horrible sur le toit, avait sans doute emmené Camille faire du shopping. Il aurait tendu avec assurance sa carte noire à la vendeuse pour se voir répondre avec un hochement de tête. « Désolé, monsieur, votre carte est refusée. » La surprise, l'embarras, puis la panique, lorsque toutes ces autres cartes auraient donné le même résultat. Son cauchemar financier venait officiellement de commencer. Ma première contre-attaque était silencieuse, mais elle avait frappé précisément là où ça faisait le plus mal. Je savais que la vraie nature de Sébastien, un homme incompétent sans argent mais plein d'ambition, ne tarderait pas à se révéler. Et leur relation, basée sur l'argent, allait rapidement se fissurer. J'ai pris une gorgée de café. L'amertume n'était plus désagréable, elle avait le goût sucré de la vengeance. La partie ne faisait que commencer, mais je savais que j'avais brillamment remporté le premier round. Les jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. Je suis resté à l'hôtel, travaillant avec Pierre et maître Laurent pour rassembler plus de preuves et élaborer une stratégie pour la bataille juridique à venir. J'ai complètement coupé le contact avec Sébastien. Il devait se débattre comme un fou dans le chaos financier que je lui avais laissé. Connaissant son caractère, je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement. Il chercherait sûrement tous les moyens de me contacter, mais mon nouveau téléphone était un monde à part, un monde qu'il ne pourrait jamais atteindre. Ce silence était la plus efficace des tortures psychologiques. Il le laissait dans l'angoisse et la peur, incapable de prédire mon prochain mouvement. Pendant ce temps, l'équipe de Pierre travaillait avec une efficacité redoutable. Il a mobilisé ses meilleurs contacts, engageant même une agence de détectives privés de premier plan pour fouiller les moindres recoins de la vie de Sébastien et Camille. Et ce qu'ils ont découvert était bien plus horrible que tout ce que j'avais pu imaginer. Un après-midi, Pierre m'a apporté un épais dossier, soigneusement relié. « Madame, voici le rapport final », a-t-il dit avec un air un peu grave. « Je pense que vous devriez vous préparer mentalement à ce que vous allez lire. Un mauvais pressentiment m'a envahi. » J'ai ouvert le dossier. La première page était un diagramme complexe des relations de Camille, un véritable écheveau. Mais ce qui m'a stupéfié, c'est un nom familier, relié à celui de Camille par un trait épais et entouré de rouge. Sébastien Dubois. Et à côté de son nom, ce n'était pas le mot « amant » qui était écrit, comme je m'y attendais, mais « partenaire commercial ». J'ai tourné la page en toute hâte.
C'était la copie d'un contrat de partenariat signé entre deux. Un contrat datant de plus d'1 an avant que Camille n'emménage dans notre immeuble. Le contenu du contrat était d'une clarté effroyable. Article 1, la partie B. Camille Lefebvre s'engage à approcher et à nouer une relation affective. Avec la partie A, Élise Beaumont, épouse de Sébastien Dubois. Article 2. L'objectif final est d'amener Élise Beaumont à demander le divorce ou de créer des preuves d'adultère de sa part, afin de permettre un divorce aux torts exclusifs d'Élise Beaumont. Article 3. En cas de succès, la partie B recevra 10% de la valeur totale des biens que Sébastien Dubois obtiendra lors du partage post-divorce. Je tremblais de tout mon corps. Le papier dans mes mains semblait peser 1 tonne. J'ai dû le relire plusieurs fois pour y croire. Ce n'était pas une simple liaison, c'était un complot, un piège systématique, avec un contrat et des clauses claires. L'homme qui avait été mon compagnon de vie avait engagé une autre femme pour séduire sa propre épouse, pour mettre en scène une liaison, tout cela dans le but de créer un prétexte pour divorcer et s'emparer de ma fortune. Un sentiment de dégoût a bouillonné en moi. Il ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, il avait tenté de me piéger, de faire de moi la partie responsable pour pouvoir s'approprier légitimement tout ce qui m'appartenait. 7 ans d'amour, mes sacrifices, tout cela n'était à ses yeux qu'une proie bien grasse, une cible à abattre. Sa méchanceté et son calcul dépassaient les limites de l'humanité. J'ai essayé de garder mon calme et j'ai continué à tourner les pages. Le dossier révélait une autre vérité choquante. Sébastien Dubois n'était pas l'architecte talentueux et autodidacte qu'il se vantait d'être. La plupart des grands projets qu'il avait remportés ces dernières années avaient été volés à d'autres collègues par des moyens détournés. Le dossier détaillait au moins 3 cas, Sébastien volant des idées de design, soudoyant des maîtres d'ouvrage, et même créant de fausses preuves pour discréditer un concurrent. Il avait bâti sa carrière sur le mensonge et la souffrance des autres. L'homme que j'avais un jour admiré n'était qu'une imposture, un être vil et incompétent caché derrière une façade brillante. À la fin du dossier se trouvaient des informations sur les dettes de Sébastien. Il avait subi d'énormes pertes en investissant en bourse et dans l'immobilier, et il était lourdement endetté auprès d'usuriers. C'était la raison, le mobile qui l'avait poussé à exécuter ce complot à tout prix. Il avait besoin de mon argent, de beaucoup d'argent, pour combler le gouffre sans fond qu'il avait creusé. J'ai refermé le dossier. Je me sentais vidé de toute force. La vérité était trop cruelle, trop brutale. J'avais aimé et épousé un démon, un escroc professionnel. Tous les beaux souvenirs de notre mariage étaient maintenant souillés, devenus des mensonges. Pierre a demandé à côté de moi, inquiet, « Madame, ça va ?» J'ai secoué la tête, me forçant à sourire, mais les larmes ont commencé à couler, incontrôlables. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de rage, de haine à son paroxysme. « Ça va », ai-je dit d'une voix froide et déterminée, en essuyant mes larmes. Je suis juste en train de penser que je dois préparer un cadeau très spécial pour célébrer le plan parfait de mon mari. S'il voulait jouer gros, alors je jouerai avec eux. Mais cette fois, je ne serai pas un simple pion, mais la personne qui renverserait l'échiquier tout entier. La flamme de la vengeance en moi brûlait plus ardemment que jamais. Avec ces preuves en main, je savais que je pouvais non seulement laisser Sébastien sans un sou, mais aussi l'envoyer en prison. Mais c'était trop simple. Je voulais qu'il goûte à la lente agonie de la ruine, au sentiment d'être abandonné par le monde entier, à l'impuissance extrême, exactement comme il avait prévu de me le faire subir. Le choc du rapport du détective passé, il ne restait en moi qu'une détermination froide, une sorte d'engourdissement. Je ne pleurais plus. Les larmes sont pour les faibles, et maintenant, il n'y avait que l'action. Sébastien Dubois avait bâti sa carrière et son image sur le mensonge et la réputation. C'est donc par là que j'allais commencer. J'allais arracher son masque parfait pour révéler au monde entier le visage sordide qu'il cachait. Mais je n'allais pas le faire bruyamment. Une attaque frontale l'alerterait et pourrait m'exposer à des poursuites pour diffamation avant que je ne puisse présenter les preuves décisives. J'allais le faire lentement, subtilement, comme un poison qui s'infiltre, d'une manière qu'il ne pourrait jamais contrer. J'ai passé la soirée à étudier les communautés et les portails en ligne où Sébastien était actif. C'était un homme qui aimait se mettre en valeur, partageant souvent ses expériences, se vantant des bâtiments qu'il avait conçus et cultivant l'image d'un jeune architecte talentueux et engagé.
Il avait notamment une influence considérable sur un forum en ligne, très influent pour les professionnels de l'architecture, un espace où se réunissaient des dizaines de milliers d'architectes, d'ingénieurs et d'acteurs du BTP. C'était la scène parfaite pour ma pièce. J'ai utilisé une nouvelle carte SIM pour créer un compte anonyme. Mon pseudonyme, la voix de la vérité. Je me suis créé une personnalité, un jeune architecte passionné, fraîchement diplômé, mais déçu par les aspects sombres de la profession. Puis, j'ai commencé à rédiger un long article. Un récit du point de vue d'un initié anonyme. Je n'ai pas nommé directement Sébastien Dubois, utilisant seulement des initiales suggestives. L'architecte star S.D. ou l'histoire méconnue d'un plagiaire professionnel. Le titre était provocateur, conçu pour attiser la curiosité. Dans le corps du texte, je n'ai pas porté d'accusation hâtive. J'ai raconté l'un des 3 cas documentés par l'équipe de Pierre comme une histoire concrète. C'était l'histoire de Thomas Renaud, un jeune architecte qui avait mis toute sa passion dans la conception d'un projet révolutionnaire pour un complexe hôtelier de luxe. Mais son collègue et supérieur, l'architecte S.D., lui avait volé son projet par des moyens détournés, l'avait légèrement modifié et l'avait présenté au client sous son propre nom. Thomas, anéanti et impuissant, avait quitté l'agence et sombré dans la dépression. J'ai écrit avec un style qui transpirait une profonde empathie pour la victime et une indignation contenue envers l'agresseur. J'y ai intégré des détails très factuels que seuls des initiés pouvaient connaître, des informations recueillies par Pierre auprès d'anciens collègues de Sébastien. J'ai même eu la subtilité de mentionner nonchalamment quelques traits caractéristiques de S.D. Il aimait porter une montre Patek Philippe en édition limitée et parlait sans cesse de sa philosophie de l'architecture durable et écologique. C'était précisément l'image que Sébastien s'était construite. Pour renforcer la crédibilité, j'ai utilisé quelques autres comptes fantômes pour laisser des commentaires de confirmation, se faisant passer pour d'anciens collègues. Je sais exactement de qui il s'agit en lisant ça. L'affaire de Thomas, tout le monde était au courant à l'agence, mais personne n'osait parler. Ou, le plagiat de design n'est que la partie visible de l'iceberg, il y a tellement d'autres histoires. J'attends la suite avec impatience. L'article a été publié à 22 heures, le moment de plus grande activité sur le forum. Et comme je l'avais prévu, il a immédiatement provoqué une tempête. En quelques heures, il a cumulé des milliers de vues et des centaines de commentaires et de partages. L'initiale, S.D., est devenue le sujet brûlant du moment. Les gens ont commencé à spéculer, et grâce aux détails très caractéristiques que j'avais sommés, le nom de Sébastien Dubois a rapidement été évoqué. Au début, quelques personnes l'ont défendu, criant à la rumeur, à une tentative de salir sa réputation. Mais c'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Un compte au nom réel de Thomas Renaud a laissé un commentaire court mais puissant. Tout ce qui est écrit dans cet article est vrai. Merci d'avoir eu le courage d'en parler. C'était lui, la victime de l'histoire. Probablement, après des années de silence, voir son histoire révélée l'avait poussé à bout. Son commentaire a été le coup de marteau décisif qui a brisé tous les doutes. La vague de critiques contre Sébastien Dubois est devenue plus forte que jamais. Assise dans ma chambre d'hôtel, j'observais tout cela sur mon écran d'ordinateur. Je pouvais imaginer le visage de Sébastien en ce moment. Il devait être fou de rage, la colère face à cette diffamation et la peur de voir son passé sordide ressurgir. Il tenterait de contacter les administrateurs du forum pour faire supprimer le message. Mais il ignorait que j'avais anticipé cela. J'avais déjà envoyé un email à plusieurs journalistes spécialisés dans le domaine de l'architecture et du BTP. Le lendemain matin, plusieurs petits médias en ligne ont commencé à relayer l'histoire avec des titres encore plus sensationnels. Soupçons de plagiat qui secouent le monde de l'architecture. Les 2 visages de l'architecte star, S.D., talent ou produit d'un marketing douteux. C'était l'arroseur arrosé. La réputation que Sébastien chérissait tant était en train de s'effondrer par les mêmes méthodes qu'il utilisait. Sa crédibilité dans le milieu commençait à vaciller. Ses clients et partenaires allaient certainement commencer à se poser des questions. Ma première attaque avait touché sa cible, mais ce n'était que l'entrée. Le plat principal restait à venir. Je savais que Sébastien et Camille, acculés, n'allaient pas rester les bras croisés. Ils allaient certainement riposter. Et c'est exactement ce que j'attendais. Avant même que la tempête sur la communauté des architectes ne se calme, une autre tempête, plus violente et plus directe, a éclaté d'une direction que je n'avais pas anticipée.
Pendant que Sébastien était occupé à gérer la crise médiatique, à rassurer ses partenaires et à tenter de faire supprimer les publications défavorables. Sa maîtresse et complice, Camille Lefebvre, a joué un coup d'une stupidité sans nom. Probablement que la coupure de ses ressources financières et la menace de l'effondrement de Sébastien ont fait ressurgir sa panique et sa nature cupide. Elle a décidé d'agir seule, de trouver sa propre issue. Et sa cible fut ma famille. Elle ne connaissait absolument rien de mes origines. À ses yeux, j'étais juste une fille de riche déchu qui avait coupé les ponts avec sa famille. Mais à travers les complaintes de Sébastien, elle savait que j'avais des parents à la campagne. Une famille que Sébastien décrivait comme ayant un peu de bien, mais très rustique et facile à duper. Camille a vu cela comme sa dernière planche de salut. En se basant sur quelques informations vagues lâchées par Sébastien, elle a réussi à trouver l'adresse du manoir de mes parents. C'était une magnifique demeure de style normand, située près de Deauville, un endroit que mon père avait choisi pour se reposer loin du bruit de Paris. Dans son esprit étroit, Camille a jugé qu'il s'agissait simplement d'une grande maison de campagne d'une famille de nouveaux riches provinciaux. Elle a décidé de s'y rendre pour faire un scandale. Jouer la pauvre victime dont le mari avait été volé par leur nièce, dans l'espoir d'extorquer une compensation financière. Elle s'est préparée méticuleusement pour sa performance. Des vêtements usés et délavés, un visage sans maquillage, l'air hagard et épuisé. Elle a même emmené son neveu Léo, l'instrument qu'elle utilisait toujours. Un matin ensoleillé, alors que ma mère s'occupait de ses précieuses orchidées dans la serre, Camille est apparue devant le portail. Elle n'a pas sonné, mais a commencé à crier et à pleurer, pour attirer l'attention des voisins. « Au secours, venez voir. La nièce de cette maison a volé le mari d'une autre, détruit une famille, et maintenant elle se cache comme une lâche. Madame, vous êtes là? Sortez et parlez-moi. » Ma mère, Françoise Beaumont, est une femme d'une grande distinction et d'une autorité naturelle. Elle n'était pas une simple femme au foyer. Elle était la vice-présidente du groupe, celle qui avait bâti cet empire à partir de rien aux côtés de mon père. En entendant le vacarme, elle a simplement froncé les sourcils et a fait signe à la gouvernante d'ouvrir le portail. Voyant la grille s'ouvrir, Camille a exulté, comme si elle avait trouvé de l'or. Elle a pris la main de Léo, est entrée en titubant dans la cour et s'est effondrée à genoux devant ma mère, les yeux remplis de larmes. « Madame, je vous en supplie, rendez-moi justice. Votre nièce, Élise, a volé mon mari, le père de cet enfant. Maintenant, elle a disparu, ruinant mon mari et nous laissant, ma mère et moi, sans aucun soutien. Vous êtes une femme, vous aussi, madame. Ayez pitié de nous. Dites-lui de me rendre mon mari. » Ma mère a observé sa performance en silence, sans dire un mot. Son regard était aussi tranchant qu'une lame, semblant percer l'âme de son interlocutrice. Elle s'est assise calmement sur un banc de pierre dans le jardin et a fait signe à la gouvernante de lui apporter une tasse de verveine chaude. « Relevez-vous, » a-t-elle finalement dit. Sa voix n'était ni chaude ni froide, mais elle avait un poids invisible. Nous n'avons pas pour habitude de faire s'agenouiller nos invités. « Ma fille Élise serait votre nièce ? » « Oui, c'est ça, » a répondu précipitamment Camille, pensant qu'elle avait visé juste. « Elle m'a dit que vous étiez sa tante qui vivait à la campagne. »« Vraiment ?» a dit ma mère en prenant une gorgée de sa tisane avant de reposer lentement la tasse. « Alors, vous devez vous tromper. Élise n'est pas ma nièce. » Camille est restée figée, le visage ahuri. « Quoi ? Mais, comment ça ? C'est ma fille unique, » l'a coupé ma mère. Sa voix était toujours calme, mais chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de marteau. Élise est l'unique fille de Jean-Claude Beaumont, le PDG du groupe Beaumont, et de moi-même. Et vous, qui êtes-vous pour oser venir jusqu'ici calomnier ma fille ? Le corps de Camille s'est pétrifié. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est ouverte, incapable de prononcer un mot. Le groupe Beaumont, la fille unique du PDG. Ces mots résonnaient comme le tonnerre à ses oreilles. À qui diable s'était-elle attaquée ? Voyant l'état de stupeur de Camille, ma mère a poursuivi, sa voix devenant encore plus glaciale. « Ma fille aurait volé votre mari ? Et qui est votre mari ? Où travaille-t-elle ? Avez-vous un certificat de mariage à me montrer ? » Mon mari est Sébastien Dubois, l'architecte, a balbutié Camille. « Ah, Sébastien Dubois, » a ricané ma mère. Un rire méprisant. Ce petit architecte sans envergure pour qui ma fille a renoncé à toute sa fortune.
Pensez-vous que je ne le connais pas? Alors, ce certificat de mariage existe-t-il? Ou n'êtes-vous qu'une maîtresse qui s'est immiscée dans le bonheur d'autrui et qui vient maintenant jouer les victimes? Chaque parole de ma mère était une gifle invisible sur la joue de Camille. Tout son discours préparé était devenu inutile. Sa comédie s'était complètement effondrée face à une adversaire d'une toute autre trempe. Ma mère s'est alors levée et s'est approchée de Camille, le regard glacial. « Pensiez-vous que je ne savais pas qui vous étiez? Camille Lefebvre, 28 ans, originaire de la Creuse. Mari, actuel, ingénieur en mission au Japon, non divorcé. Une condamnation avec sursis pour escroquerie et détournement de fonds. » Ma mère a récité sa fiche d'identité, information que Pierre avait trouvée et que je lui avais transmise. Camille s'est complètement effondrée. Elle est tombée assise sur le sol, tremblant de tous ses membres, incapable de soutenir le regard de ma mère. « Vous avez comploté avec ce Sébastien Dubois pour tromper ma fille, n'est-ce pas? Et vous pensiez que nous ne découvririons pas ?» a dit ma mère d'une voix menaçante. « Je vous donne le choix. Premièrement, vous partez d'ici immédiatement et vous ne vous approchez plus jamais de ma fille. Deuxièmement, j'appelle la gendarmerie. Avec votre casier judiciaire et les preuves que nous avons, combien d'années pensez-vous passer en prison? » Il n'y avait plus rien à dire. Comme un rat piégé, Camille s'est relevée précipitamment, a attrapé la main de Léo qui pleurait de peur, et s'est enfuie en titubant hors du portail. Elle a couru sans se retourner, comme si elle était poursuivie par des démons. Sa pièce de théâtre s'était terminée de la manière la plus pitoyable qui soit. Ma mère l'a regardée s'éloigner, sans la moindre trace de pitié dans les yeux. Elle a sorti son téléphone et a appelé le chef de la sécurité du groupe. « Mettez 2 gardes supplémentaires ici. À partir de maintenant, aucun étranger ne doit s'approcher de cette propriété, surtout pas une femme nommée Camille Lefebvre. » Ma mère était entrée en scène. Et je savais que lorsque ma mère entrait en scène, il ne restait qu'un seul chemin pour l'ennemi, la destruction. La défaite cuisante de Camille chez mes parents a porté un coup fatal à son alliance criminelle avec Sébastien. Ayant découvert ma véritable identité, Camille était complètement anéantie, paralysée par la peur. Elle n'osait plus tenter la moindre manœuvre, vivant dans la crainte de voir la police débarquer à sa porte. Sa relation avec Sébastien s'est également brisée. Une violente dispute a éclaté. Camille accusait Sébastien de l'avoir trompé, de l'avoir entraîné dans une bataille contre des forces colossales qu'il ne pouvait affronter. Sébastien, lui, reprochait à Camille d'avoir agi stupidement et d'avoir aggravé la situation. Leur amour, construit sur le mensonge et le calcul, a éclaté comme une bulle de savon face à la tempête. Pendant ce temps, Sébastien était véritablement acculé. La tempête médiatique sur la communauté des architectes ne s'apaisait pas. Sa crédibilité dans le milieu était sérieusement entamée. Les partenaires annulaient les contrats les uns après les autres, les projets étaient suspendus et les fonds qui venaient de moi étaient coupés. La date de remboursement de ses dettes auprès des usuriers approchait. Des hommes à l'allure menaçante ont commencé à rôder devant son agence et son domicile pour lui réclamer leur dû. Le travail, l'argent, l'amour et la peur de la puissance de ma famille. La pression venait de toutes parts, poussant Sébastien au bord de la folie. Il ne mangeait plus, ne dormait plus, perdant considérablement de poids. Son allure autrefois élégante et confiante avait disparu, remplacée par un air hagard et des yeux constamment injectés de sang par l'inquiétude et l'insomnie. Dans son désespoir, à court de solutions, Sébastien a commis l'acte le plus insensé, celui qui allait sceller son destin. Il savait que l'un de mes plus grands biens à mon nom était un terrain à Neuilly-sur-Seine. Un terrain d'une valeur de plusieurs millions d'euros que mon père m'avait offert en dot. Il a eu l'idée folle de falsifier ma signature pour le vendre. Avec cet argent, il pensait pouvoir rembourser toutes ses dettes, s'enfuir loin et recommencer une nouvelle vie ailleurs. Il s'est entraîné à imiter ma signature d'innombrables fois. Ayant vécu avec moi pendant 7 ans, il connaissait parfaitement mon écriture. Il était convaincu de pouvoir créer une contrefaçon parfaite, indétectable. Il a contacté un avocat d'un petit cabinet privé qu'il avait corrompu par le passé. Il a préparé à l'avance un contrat de cession des droits d'usage du terrain à une société écran qu'il avait créée. Tout s'est fait dans le secret et la précipitation. Un après-midi, Sébastien s'est rendu au bureau de ce cabinet pour exécuter son forfait. Il ignorait totalement que chacun de ses gestes était sous notre surveillance. Le rusé maître Laurent avait anticipé que Sébastien pourrait tenter un acte désespéré sur mes biens.
Il avait fait surveiller discrètement tous ses mouvements, en particulier ses transactions bancaires et immobilières. Lorsqu'il a découvert que Sébastien contactait un cabinet d'avocats à la réputation sulfureuse, il a immédiatement fait installer un dispositif de surveillance miniature dans le bureau. Toute la scène où Sébastien, les mains tremblantes, falsifiait ma signature sur le contrat et où l'avocat corrompu a posé son cachet à la hâte, a été enregistrée en vidéo et en audio avec une clarté parfaite. La vidéo, ainsi que le contrat falsifié, ont été immédiatement transmis à Maître Laurent. En ayant cette preuve irréfutable entre les mains, j'ai ressenti plus d'amertume que de triomphe. Quand la cupidité et le désespoir paralysent la raison, à quelles extrémités un homme peut-il se porter? Sébastien avait de lui-même mis un pied sur le chemin de la prison. Son affaire n'était plus un simple litige civil de mariage et de biens. C'était devenu une affaire pénale grave, escroquerie, détournement de fonds et faux en écriture publique. Maître Laurent m'a appelé. Sa voix était empreinte de satisfaction. Le poisson a mordu à la maçon. Élise. Cette fois, il n'a aucune issue. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Nous n'allons pas le dénoncer à la police tout de suite, a-t-il dit d'une voix calculatrice. Laissons-le croire un moment que son plan a réussi. Laissons-le vivre quelques jours dans l'illusion et l'espoir. Nous jouerons cette carte maîtresse au moment le plus opportun, celui où elle aura le plus grand pouvoir de destruction. J'ai déjà en tête un final grandiose pour conclure cette pièce. En l'écoutant, je savais que cette partie d'échecs touchait à sa fin et que le dénouement pour Sébastien ne serait pas une simple défaite, mais un anéantissement complet. J'attendais, dans une attente froide et cruelle, le jour du jugement final pour celui qui m'avait trahi. Après avoir réussi sa falsification, Sébastien semblait avoir retrouvé un peu de confiance. Il pensait tenir la clé qui résoudrait tous ses problèmes. Il a immédiatement présenté le contrat falsifié à une banque pour obtenir un prêt important en hypothéquant le terrain. Avec cet argent, il a remboursé les usuriers, éloignant la menace immédiate. Il a également commencé à se renseigner sur l'immigration dans un pays n'ayant pas de traité d'extradition avec la France, planifiant sa nouvelle vie. Il passait ses derniers jours de liberté dans une douce illusion, ignorant totalement que le filet invisible se resserrait sur lui. Pendant ce temps, j'ai quitté l'hôtel et je suis retourné vivre chez mes parents. J'ai décidé qu'il était temps d'affronter la réalité et de redevenir moi-même. Mon retour n'était plus une fuite, mais le retour d'une gagnante. Mon père, informé de toute l'histoire par ma mère et des actions de Maître Laurent, m'a simplement serré dans ses bras sans un mot. « Tu as bien grandi, ma fille », a-t-il dit d'une voix mêlée de fierté et de regret. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger plus tôt. Ce n'est pas de ta faute, papa, ai-je répondu. C'est moi qui étais trop naïve. Mais maintenant, j'ai appris la leçon. Un nouveau chapitre de ma vie a commencé. Je n'étais plus une femme au foyer. J'ai commencé à m'impliquer dans les affaires du groupe aux côtés de mes parents. Mes connaissances en finance acquises à l'université et mon expérience de la gestion d'un foyer pendant 7 ans, bien que dans des domaines différents, se sont avérées d'une grande aide. Je me suis rapidement adapté, apportant des points de vue pertinents et gagnant le respect des cadres. J'avais retrouvé la vraie Élise, intelligente, décisive et confiante, et Maître Laurent a dit qu'il était temps de clore le spectacle. Il nous faut une scène, une très grande scène, où tout le monde pourra assister à sa chute, a-t-il dit lors d'une réunion avec mon père et moi. Un tribunal est trop austère et n'attirera pas suffisamment l'attention des médias. Il nous faut un événement qu'il ne pourra absolument pas refuser. Une idée a germé dans mon esprit. Et un gala de charité, ai-je proposé. Le groupe Beaumont organise chaque année un gala de bienfaisance pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés. Cette année, nous pourrions voir plus grand, inviter toutes les personnalités du monde des affaires, les médias et même les influenceurs. Mon père et Maître Laurent se sont regardés, puis ont hoché la tête à l'unisson. Excellente idée, a dit Maître Laurent. Un gala de charité, avec son caractère humanitaire, sera le décor parfait pour démasquer un homme inhumain. Il ne pourra pas refuser d'y assister. S'il le fait, il s'exclura de lui-même de la société et s'attirera les foudres de tous. Le plan a été rapidement mis en œuvre. Le groupe Beaumont a annoncé la tenue d'un gala de charité baptisé « Les ailes de l'espoir » et l'événement a été largement promu dans tous les médias. Des invitations ont été envoyées à toute l'élite de Paris.
Et bien sûr, une invitation particulièrement luxueuse a été remise en main propre à Sébastien Dubois. En recevant l'invitation, Sébastien a été très surpris. Il ne comprenait pas pourquoi je l'invitais, mais rapidement, son arrogance et ses illusions ont pris le dessus. Il a pensé que c'était un signe de réconciliation, que j'avais réalisé, après toutes ces épreuves, que je ne pouvais pas vivre sans lui et que je lui offrais une chance de revenir. Il a également vu cela comme une occasion en or de réapparaître en public, de faire taire les rumeurs défavorables et de restaurer son image d'architecte à succès. Sans la moindre hésitation, il a décidé de s'y rendre. Il a même convaincu Camille de l'accompagner. Au début, Camille était terrifiée, mais Sébastien lui a dépeint un avenir radieux. « Ne t'inquiète pas, elle a le cœur tendre. Nous y allons, et nous jouons la grande comédie. Je m'excuse, tu fais semblant de regretter. Devant tant de gens, elle ne pourra pas nous traiter durement. C'est notre dernière chance de renverser la situation. » Camille, dont le désir de faste et de vanité était fort, s'est laissée convaincre. Elle aussi avait envie de mettre les pieds dans un événement aussi prestigieux et de se tenir aux côtés de Sébastien en tant que sa partenaire. Ils ignoraient totalement que cette invitation n'était pas un rameau d'olivier, mais leur condamnation à mort, une invitation à assister à leur propre funérailles sociales. La fête du destin était prête, la scène était montée, les acteurs principaux et secondaires étaient prêts. Il ne restait plus qu'à attendre l'heure de l'ouverture du rideau sur la pièce la plus tragique. Je me tenais devant le miroir, vérifiant une dernière fois mon apparence. Vêtu d'une robe de soirée vert émeraude, les cheveux élégamment relevés, j'avais l'air d'une reine avant sa bataille finale. Et je savais que ce soir, je serais la gagnante. Le gala de charité, les ailes de l'espoir, se tenait dans la plus somptueuse salle de bal d'un palace parisien. Lustre en cristal éblouissant, musique classique douce, vin fin et invités vêtus de leurs plus beaux atours, tout créait un décor luxueux et distingué. En tant que représentant de la famille et organisatrice de l'événement, j'accueillais les invités à l'entrée avec mes parents. Chaque invité me serrait la main, me félicitant pour mon retour impressionnant et pour la noblesse de la cause. Je me contentais d'un sourire serein mais attentif. Mon regard se tournait de temps en temps vers la porte, cherchant les deux protagonistes de la soirée. Et enfin, ils sont arrivés. L'entrée de Sébastien et Camille dans la salle de bal a attiré de nombreux regards. Sébastien portait un costume de grande marque, s'efforçant d'avoir l'air confiant et sophistiqué. Camille portait une robe de soirée trop décolletée et un maquillage outrancier, tentant de se faire passer pour une dame de la haute société, mais elle semblait vulgaire et mal à l'aise au milieu des vraies élégantes. Ils se sont approchés de moi. Sébastien a arboré un sourire contrit et a baissé la voix d'un ton théâtral. « Élise, merci de m'avoir invité. Je ne l'ai pas laissé terminer. D'un geste socialement froid, je lui ai tendu la main. « Bonsoir, monsieur Dubois, mademoiselle Lefebvre. Merci de votre présence pour rehausser notre événement. » Mon attitude distante a décontenancé Sébastien un instant, et Camille m'a fusillé d'un regard jaloux. Mes parents, à côté, se sont contentés d'un signe de tête indifférent avant de se tourner pour accueillir d'autres invités. Ils étaient complètement ignorés, traités comme des invités ordinaires, ni plus ni moins. La soirée s'est poursuivie avec des spectacles et une vente aux enchères caritatives animée. Sébastien et Camille étaient assis à une table dans un coin, mais aucun de leurs gestes n'échappait à mon regard. Je voyais Sébastien me lancer des regards pleins d'attente. Il s'imaginait encore que j'allais l'appeler sur scène, lui donner l'occasion de s'excuser et de jouer la comédie de la réconciliation. Mais il se trompait. Lorsque la soirée a atteint son point culminant, je suis montée sur scène en tant qu'organisatrice. Les projecteurs se sont braqués sur moi, et tous les regards de la salle se sont tournés vers moi. « Cher invité », ai-je commencé au micro. Ma voix était forte et assurée, résonnant dans la salle. Au nom du groupe Beaumont et de la Fondation Les Ailes de l'Espoir, je vous remercie sincèrement de votre présence ce soir. Votre soutien nous est précieux pour offrir un toit, des repas et une éducation à des enfants en difficulté. J'ai marqué une pause, balayant la salle du regard. Mon regard s'est arrêté sur la table de Sébastien. Il me regardait avec un visage plein d'espoir. J'ai esquissé un sourire énigmatique. Chers amis, les histoires de bienveillance et de partage sont toujours une source d'inspiration, mais en contrepoint, il existe aussi des histoires de mensonges et de trahison. Ces histoires,
bien que douloureuses, sont parfois des leçons coûteuses qui nous apprennent à chérir encore plus les vraies valeurs. Et ce soir, je voudrais vous raconter une de ces histoires. L'histoire de ma propre vie. Un murmure a parcouru la salle. Personne ne comprenait où je voulais en venir. Sébastien et Camille se sont figés. Un sinistre pressentiment a commencé à les envahir. J'ai fait un signe à l'équipe technique. L'immense écran LED derrière moi s'est allumé. Au lieu des photos d'enfants défavorisés que tout le monde attendait, l'écran a montré un couple se livrant à une étreinte romantique sur un toit, la nuit, sous la pluie. C'était Sébastien et Camille. Un cri de stupeur a éclaté dans toute la salle. Sébastien et Camille se sont levés d'un bond, le visage exsangue. La vidéo a continué, sans son, tandis que des sous-titres racontaient l'histoire d'une femme qui avait tout sacrifié pour son mari, pour être ensuite trahie par cet homme et par la voisine, qu'elle avait aidé de tout son cœur. La scène a changé. L'écran a affiché un zoom sur le contrat de partenariat entre Sébastien et Camille, avec ses clauses ignobles. Puis, ont défilé les innombrables relevés bancaires prouvant que Sébastien avait détourné l'argent de sa femme pour couvrir sa maîtresse de cadeaux et rembourser ses dettes de jeu. Ensuite, les documents révélant comment il avait volé la propriété intellectuelle de ses collègues pour bâtir sa carrière. Tout était présenté de manière claire, logique, comme un réquisitoire implacable. Le public dans la salle est passé de la surprise à l'indignation. Les chuchotements de condamnation se sont faits de plus en plus forts. Mon Dieu, c'est incroyable. Quel monstre! Et cette femme, elle avait l'air si pitoyable, mais elle était si calculatrice. Mais ce n'était pas tout. L'écran est passé à la scène finale. Une vidéo d'une clarté parfaite, prise par la caméra cachée du cabinet d'avocat. On y voyait Sébastien, les mains tremblantes, falsifier ma signature sur un contrat de cession de terrain. C'était le coup de grâce. Et ceci, mesdames et messieurs, ma voix retentit, froide et tranchante, dominant le bruit de la salle. Est l'homme que j'ai aimé de tout mon cœur, commettant une fraude, falsifiant la signature de sa femme pour lui voler son dernier bien. C'est un acte qui viole non seulement la morale, mais aussi gravement la loi. La vidéo s'est terminée, et un silence de mort est tombé sur la salle. Tous les regards, des centaines de pères Dieu, se sont tournés vers Sébastien et Camille. Des regards remplis de mépris et de dégoût. Le final le plus spectaculaire n'était pas fait de larmes ou de faiblesse, mais de vérité, une vérité nue, irréfutable. Leur pièce était terminée, et son dénouement était d'une humiliation sans nom. Au moment où l'écran LED s'est éteint et que les lumières de la salle se sont rallumées, tout a explosé. Le silence initial a rapidement laissé place à une vague de fureur. Des murmures et des condamnations impitoyables ont plu sur Sébastien et Camille. Ils se tenaient au milieu de la salle, comme deux criminels jugés en place publique. Le visage de Sébastien était aussi blanc qu'un linge, son corps tremblait de manière incontrôlable, et son front était couvert de sueur froide. Il a tenté de balbutier une excuse, mais aucun son ne sortait de sa gorge serrée. Camille s'est complètement effondrée, tombant à genoux sur le sol, se cachant le visage dans les mains ensanglantantes. C'étaient des pleurs déchirants, mais ils n'ont suscité aucune pitié de la part de l'assistance. Je suis resté sur scène, contemplant calmement cette tragédie que j'avais moi-même mise en scène. Il n'y avait pas de triomphe, seulement une froideur vide. C'était la fin qu'il méritait. Sébastien Dubois, je n'aurais jamais cru que vous étiez un tel homme. Un PDG d'un certain âge, un partenaire important de Sébastien, s'est levé d'un bond, le pointant du doigt, sa voix remplie de déception et de colère. Le contrat de conception pour le nouveau complexe de notre groupe est annulé à compter d'aujourd'hui. Nous ne collaborerons jamais avec une personne aussi immorale. Sa déclaration a été comme un signal. Immédiatement, plusieurs autres partenaires se sont levés à leur tour pour annoncer la rupture de toutes leurs relations commerciales avec Sébastien. Il en va de même pour notre entreprise. Le projet en cours sera confié à une autre agence. Nous envisageons une action en justice pour les dommages que vous nous avez causés. La carrière que Sébastien avait mis tant d'efforts à construire sur le mensonge et la manipulation s'est effondrée en quelques minutes, comme un château de sable face à la marée. Mais ce n'était pas le pire. Au plus fort de la confusion, la porte principale de la salle de bal s'est ouverte en grand. 2 policiers en uniforme sont entrés, le visage grave. Derrière eux se trouvait Maître Laurent. Tout le monde était stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passait.
Un des policiers est monté directement sur scène, a pris le micro de mes mains et a demandé le silence. Sa voix était claire et autoritaire. Nous sommes de la brigade financière. Nous sommes ici ce soir pour exécuter un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Sébastien Dubois pour escroquerie, détournement de fonds et faux en écriture publique. Le mandat d'arrêt a été lu d'une voix claire et ferme. La salle est retombée dans le silence, cette fois un silence de choc. Les deux policiers sont descendus de la scène et se sont dirigés droit sur Sébastien. Il était comme vidé de sa substance, ses yeux vides ne montrant aucun signe de résistance. Au moment où les menottes froides se sont refermées sur ses poignets, il a semblé revenir à lui. Il s'est tourné vers moi. Son regard n'était plus rempli de remords ou de supplications, mais d'une haine extrême, la haine d'une bête acculée. « Élise Beaumont, tu as ruiné ma vie. Je ne te le pardonnerai jamais. » Athée, il criait en se débattant frénétiquement, mais il était trop tard. Il a été emmené sans ménagement par les deux policiers, ne laissant derrière lui que les sanglots déchirants de Camille et des centaines de regards méprisants. Voyant son amant arrêté, Camille a rampé frénétiquement jusqu'à mes pieds, s'agrippant à ma robe en pleurant et en suppliant. « Élise, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Pardonne-moi, juste, pour cette fois. C'est Sébastien qui m'a tout fait faire, je me suis fait avoir par lui aussi. S'il te plaît, dis aux policiers de me laisser tranquille, j'ai un enfant à élever. » Je l'ai regardé de haut. La femme qui avait un jour joué la comédie de la pitié pour abuser de ma gentillesse jouait maintenant une autre pièce, celle du regret tardif. J'ai doucement retiré sa main et j'ai dit d'une voix sans émotion, « Vous devriez garder ça pour votre avocat. » Puis, je me suis adressé au policier qui était resté. « Monsieur l'agent, cette femme est la complice dans cette affaire d'escroquerie. Nous avons le contrat. Je pense qu'elle devrait aussi être emmenée au poste pour être interrogée. » Le policier a hoché la tête. En entendant ces mots, Camille s'est évanouie sur place. La pièce était vraiment terminée. Les deux protagonistes, l'un menotté, l'autre évanoui, avaient connu une fin des plus tragiques, sous les yeux de toute la haute société. Leur chute n'était pas seulement celle de leur réputation et de leur carrière, mais la destruction complète de leur vie entière. Le gala de charité était devenu une nuit de jugement et de justice. Bien que tardive, la justice avait enfin été rendue, de manière spectaculaire et parfaite. Après le départ de Sébastien et Camille, le chaos s'est progressivement calmé, mais l'onde de choc flottait encore dans la salle. La fête ne pouvait plus continuer. Les invités, témoins d'une pièce si choquante, ont commencé à partir les uns après les autres, emportant avec eux une histoire qui serait racontée pendant longtemps. Mes parents et Maître Laurent sont venus à mes côtés. Mon père m'a tapoté doucement l'épaule sans un mot, un geste qui contenait à la fois de la fierté et du réconfort. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et m'a dit d'une voix étranglée par l'émotion, « C'est fini, ma chérie, tu as été formidable. » J'ai hoché la tête. Un immense sentiment de soulagement m'a envahi. Le cauchemar était enfin terminé, mais il restait une dernière question en suspens dans mon esprit. Je me suis tourné vers Maître Laurent. « Maître, la dernière vidéo. Celle où il falsifie la signature. Comment avez-vous pu l'obtenir avec une telle clarté? Je pensais qu'il était impossible d'installer une caméra dans un cabinet d'avocat. » Maître Laurent a esquissé un sourire énigmatique. Pour nous, c'était impossible. Mais il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. Il a fait un signe à Pierre, qui a amené un homme inconnu devant moi. Il avait la quarantaine, le visage un peu marqué par la vie, mais le regard très déterminé. Il était habillé simplement, détonnant complètement avec les invités fastueux de la soirée. « Élise, je vous présente mon vieil ami, Marc Fournier, » a dit Maître Laurent. « Bonsoir, Madame Beaumont. » Marc Fournier a légèrement incliné la tête. Sa voix était un peu gauche. « C'est moi qui ai fourni cette vidéo. » J'étais stupéfaite. « Mais, pourquoi? Pourquoi m'avoir aidé? » Marc Fournier a soupiré et a commencé un récit qui m'a laissé encore plus abasourdi. « Je ne vous ai pas aidé vous, madame. Je me suis aidé moi-même. Je suis le mari légal de Camille Lefebvre. Mes parents et moi sommes restés sans voix. » Le mari de Camille, l'homme dont elle disait avoir divorcé, celui qu'elle utilisait comme prétexte pour construire son image de pauvre mère célibataire. « Mais comment est-ce possible? » ai-je balbutié. « Nous ne sommes pas encore divorcés, » a dit Marc Fournier d'une voix amère. « J'étais en mission au Japon,
et je lui envoyais de l'argent pour elle et pour l'enfant. Mais en rentrant, j'ai découvert qu'elle utilisait cet argent pour se parer et pour tromper d'autres hommes. Je connaissais sa relation avec Sébastien Dubois depuis longtemps. J'avais engagé quelqu'un pour la suivre, afin de rassembler des preuves pour mon procès en divorce et pour obtenir la garde de mon neveu, Léo. Il a marqué une pause et m'a regardé avec des excuses dans les yeux. Je suis désolé, Madame Beaumont. J'aurais dû vous avertir plus tôt, mais j'avais peur que si j'intervenais, elle ne se méfie et que ma collecte de preuves ne devienne plus difficile. Je n'imaginais pas que leur complot prendrait une telle ampleur. Tout devenait clair. Dans ce combat, je n'avais jamais été seul. Il y avait un autre allié silencieux, qui se battait pour ses propres objectifs. Et cet avocat corrompu? Ai-je demandé. C'est mon cousin, a répondu Marc Fournier. Aveuglé par l'argent, il s'est laissé acheter par Sébastien. Quand j'ai appris le complot de Sébastien par son intermédiaire, j'ai fait appel à nos liens familiaux pour le convaincre. Je lui ai promis de lui donner plus d'argent et de l'aider à se sortir de l'accusation de complicité s'il m'aidait à enregistrer toutes les preuves. Et il a accepté. Le dernier nœud était dénoué. Le plan en apparence parfait de Sébastien était en réalité truffé de failles fatales. Il avait été trop arrogant, avait trop sous-estimé les gens qui l'entouraient. Il avait finalement été trahi par ceux-là même qu'il croyait contrôler. L'apparition de Marc Fournier n'a pas seulement résolu ma dernière interrogation, elle a ajouté une nouvelle dimension à l'histoire. Ce n'était pas ma vengeance seule, mais le résultat de l'union des victimes trompées pour lutter contre le mal. Merci, Monsieur Fournier, ai-je dit, avec une gratitude sincère venant du fond du cœur. Vous m'avez été d'une aide immense. De rien, a secoué la tête Marc Fournier. C'est moi qui devrais vous remercier. Grâce à vous, j'ai maintenant suffisamment de preuves pour récupérer la garde de mon neveu et pour exposer le vrai visage de cette femme. Cette rencontre inattendue m'a apporté un sentiment de chaleur. Dans ce monde de mensonges et de calculs, il y avait encore des gens de bien, prêts à se tenir du bon côté. Et je savais que la chute de Sébastien et Camille n'était pas seulement un nouveau départ pour moi, mais aussi pour Marc et Léo, vers une vie plus paisible. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pendant que je parlais avec Marc, un autre homme, bien habillé, s'est approché de la foule. Il s'est arrêté devant moi et a incliné la tête. « Pardonnez-moi, Madame Beaumont, je suis Thomas Renaud, J'étais la victime de l'affaire de plagiat de Sébastien il y a quelques années. Vous êtes Thomas Renaud ?» ai-je dit, surprise. Le protagoniste de mon article révélateur. J'ai lu l'article sur le forum. Je suis désolé d'être resté silencieux si longtemps, a dit Thomas d'une voix pleine de remords. Après avoir vu tout ce qui s'est passé ce soir, je ne pouvais plus me taire. Moi et quelques autres anciens collègues avons décidé de nous porter témoins et de fournir des preuves supplémentaires de ces malversations aux autorités. L'apparition de Thomas et de ses anciens collègues était le dernier clou sur le cercueil de la carrière de Sébastien. Des inconnus, des victimes silencieuses, avaient enfin trouvé le courage de parler. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement la justice qui avait été rendue, mais la vérité qui avait retrouvé sa place. Après le gala fatidique, ma vie a progressivement repris son cours, mais sur une orbite entièrement nouvelle. Une tempête médiatique s'est déchaînée, et le nom d'Élise Beaumont, ainsi que mon histoire, ont fait la une de tous les journaux. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de rumeurs ou de critiques, mais d'admiration et de respect pour une femme qui s'était courageusement battue pour la justice. Le groupe Beaumont a également reçu de nombreux éloges pour son action ferme et civilisée. La réputation de ma famille, loin d'être entachée, a été portée à un nouveau niveau. J'ai passé la plupart de mon temps par la suite à collaborer avec Maître Laurent et les enquêteurs, faisant des dépositions et fournissant les preuves nécessaires pour finaliser le dossier. Tout s'est déroulé de manière fluide et rapide. Le procès de Sébastien et Camille a eu lieu environ 3 mois plus tard. Je n'y ai pas assisté. Je n'avais plus envie de voir leur visage. J'ai simplement appris le verdict par un appel de Maître Laurent. Avec les preuves irréfutables du contrat de complot, des détournements de fonds et de la falsification de signatures, Sébastien a reçu la peine qu'il méritait. 12 ans de prison pour escroquerie et détournement de fonds, et 3 ans pour faux en écriture publique. Un total de 15 ans de prison. Le prix de sa cupidité et de sa méchanceté était exorbitant. Sa carrière, sa réputation, son avenir. Tout s'est terminé derrière les barreaux d'une prison. Camille, en tant que complice, a été condamnée à 5 ans de prison.
Sa vie, bâtie sur le mensonge et la manipulation, a enfin payé son dû. Léo, l'enfant innocent de l'histoire, est retourné vivre avec son oncle biologique, Marc Fournier, pour grandir dans un véritable amour. Mon divorce d'avec Sébastien a également été traité rapidement. Le tribunal a annulé notre mariage, arguant d'une tromperie dès le départ. Tous mes biens prénuptiaux sont restés intacts. Toutes les dettes contractées par Sébastien étaient à sa seule charge. J'étais complètement libéré, émotionnellement et légalement, de tout lien avec cet homme. Une fois tout réglé, j'ai décidé de ne pas retourner à ma vie confortable d'avant. Le choc de ce mariage m'avait forgé, me transformant en une personne plus forte et plus affirmée. J'ai réalisé la valeur de l'indépendance, la valeur d'être le maître de sa propre vie. Je suis officiellement revenu dans le monde des affaires, non pas comme la fille du PDG, mais par mes propres compétences. Mon père, observant ma croissance, a décidé de me lancer un grand défi. Il m'a confié un projet immobilier de luxe en difficulté du groupe. Un projet à fort potentiel mais bloqué par des problèmes de conception et de gestion. Je crois en toi, m'a-t-il dit. Montre à tout le monde que la fille de Jean-Claude Beaumont n'est pas qu'une fleur décorative. J'ai relevé le défi avec toute ma détermination. Je me suis plongé dans le travail, étudiant les dossiers jour et nuit, analysant le marché, rencontrant les partenaires. J'ai utilisé mes connaissances financières pour restructurer le projet, réduisant les coûts inutiles. J'ai également utilisé mon sens de l'esthétique et ma finesse pour apporter de nouvelles idées au design, transformant des appartements austères en espaces de vie élégants et chaleureux. C'était une période difficile, mais j'étais rempli d'une énergie et d'une passion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'avais retrouvé ma passion et retrouvé ma propre valeur. Progressivement, le projet a commencé à montrer des signes de changement significatifs. Les partenaires ont retrouvé confiance, les investisseurs ont afflué. Le projet moribond a lentement ressuscité, promettant de devenir un nouveau symbole de la ville. Mon succès n'était pas seulement dû à mes propres efforts, mais aussi à l'aide de bons amis. Pierre est resté mon bras droit fidèle, me soutenant en tout. Maître Laurent était mon conseiller juridique de confiance, réglant toutes les questions épineuses. Même Marc Fournier, qui avait stabilisé la vie de Léo, prenait parfois de mes nouvelles, partageant ses précieuses expériences. Notre relation a dépassé la simple gratitude pour devenir une véritable amitié. La trahison avait coûté cher, mais elle m'avait appris une leçon précieuse. Elle m'avait fait comprendre qui étaient mes amis et qui étaient mes ennemis, et m'avait appris à chérir encore plus les relations authentiques. Elle m'avait aussi permis de retrouver une meilleure version de moi-même, une version qui méritait d'être plus forte et plus heureuse. La guerre était terminée, mais mon nouveau voyage, ma nouvelle vie, ne faisait que commencer. 1 an après cette nuit fatidique, un après-midi de week-end à Paris était d'une beauté exquise. Le soleil, d'un jaune mielé, se déversait sur les boulevards verdoyants. Je conduisais ma décapotable blanche, profitant du vent frais qui caressait mes cheveux. J'ai souri à mon reflet dans le rétroviseur. Des cheveux courts et affirmés, des yeux brillants de confiance, un sourire serein. La femme dans le miroir semblait être une personne complètement différente de la femme au foyer soumise et effacée, d'il y a 1 an. Le cauchemar était passé, et non seulement j'avais survécu, mais j'avais véritablement rené des cendres de la trahison. Je n'étais plus l'Élise d'hier, une femme piégée dans la douleur et la haine. J'étais maintenant libre, autonome, et je savourais chaque instant précieux de la vie. Le projet immobilier que j'avais repris avait été un succès éclatant. Au début, lorsque mon père m'avait confié ce projet au bord de la faillite, de nombreux membres du conseil d'administration m'avaient regardé avec scepticisme. Ils me voyaient comme une princesse qui n'avait jamais connu les difficultés, qui ne connaissait que les robes et les thés entre amis. Mais je ne me suis pas laissé abattre par ces préjugés. Je me suis jeté dans le travail comme une acharnée. J'ai appliqué mon expérience de gestion domestique, la minutie et l'attention aux détails que j'avais développés en tant que femme au foyer pendant 7 ans à la gestion du projet. J'ai réalisé que gérer un projet colossal ou un foyer nécessitait la même chose, du dévouement, de la compréhension et la capacité de voir les problèmes les plus infimes. Je me suis rendu personnellement sur les chantiers, portant un casque de sécurité et parlant à chaque ouvrier. Face à l'équipe d'architectes, je n'étais pas une patronne qui donnait des ordres, mais une collègue qui stimulait la créativité.
J'ai transformé des blocs de béton sans âme en espaces de vie, remplis d'émotions et de raffinement. Le complexe de luxe, que j'ai baptisé le Phénix comme symbole de ma propre destinée, est devenu l'un des projets immobiliers les plus réussis et les plus prisés du marché. Il a non seulement rapporté d'énormes bénéfices au groupe, mais a également remporté des prix prestigieux dans le domaine de l'architecture et du design. Le jour de l'inauguration officielle du projet, lors d'une grande cérémonie, mon père est monté sur scène. Il n'a pas parlé longuement des chiffres. Il s'est simplement tourné vers moi, les yeux embués de fierté, et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Autrefois, ma plus grande fierté était d'avoir fondé le groupe Beaumont. Mais aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est ma fille, Élise. À cet instant, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes de bonheur et de reconnaissance qui ont lavé toutes les douleurs et les injustices du passé. J'avais prouvé ma valeur, non seulement à mon père et à tout le monde, mais surtout à moi-même. Je ne vivais plus dans l'ombre de ma famille. J'avais créé mon propre ciel, ma propre lumière. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous spécial. J'ai garé ma voiture devant un café jardin tranquille, niché dans une petite ruelle. C'était un endroit qui m'était devenu familier au cours de l'année écoulée. De loin, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait, assise à une table en bois sous une cascade de bougainvilliers. Marc Fournier m'a vu, m'a souri doucement et m'a fait un signe de la main. À côté de lui se trouvait Léo. Le petit garçon avait pris du poids, ses joues étaient roses et il avait l'air beaucoup plus épanoui. « Tachi Élise !» s'est écrié joyeusement Léo, abandonnant le gâteau dans son assiette pour courir me serrer dans ses bras. Je me suis penché pour l'embrasser. La chaleur de son âme innocente a apporté un calme étrange à mon cœur. « Léo, tu as été sage ces derniers temps? Tu écoutes bien tonton Marc ?» ai-je dit, en lui caressant la tête. « Oui, j'ai eu des gommettes de bon comportement toute la semaine. Tonton m'a promis de m'emmener au zoo ce week-end pour voir les éléphants, a dit fièrement le petit garçon, les yeux brillants. Ma relation avec Marc s'était approfondie au cours de l'année. Une fois l'affaire terminée, avec ses économies et l'argent que mon avocat lui avait donné en guise de remerciement, il avait ouvert sa propre petite agence de détective. Son intégrité lui a rapidement valu une solide réputation. Il n'était plus l'homme accablé et meurtri par le passé. Il avait retrouvé un sens et une joie de vivre aux côtés de son adorable neveu. Notre rapprochement s'est fait lentement, sans précipitation ni bruit, comme de vieux amis qui avaient traversé la même tempête, trouvant l'un en l'autre une affinité, une compréhension et un soutien. Nous nous sommes assis, buvant un café, discutant de tout et de rien. De mon travail, des cas intéressants que son agence avait résolus, du béguin de Léo pour une camarade de maternelle. Parfois, nous nous regardions simplement en souriant, un silence paisible que ni lui ni moi n'avions connu depuis très longtemps. Au cours de l'année, j'avais eu quelques nouvelles des gens de mon passé. Sébastien purgeait toujours sa peine. Parfois, il m'envoyait des lettres, de longues lettres remplies de regrets et de lamentations sur la dure vie en prison. Il implorait mon pardon, me demandant une chance de tout recommencer à sa sortie. J'ai lu la première lettre sans aucune émotion, seulement de la pitié pour un homme qui s'était autodétruit. Je n'ai jamais répondu. Les lettres suivantes, je ne les ai même pas ouvertes, les confiant à Pierre pour qu'il s'en occupe. Le passé était le passé, et je ne voulais rien qui puisse troubler ma tranquillité présente. Quant à Camille, j'ai appris qu'après avoir purgé sa peine, elle avait quitté la ville discrètement. Personne ne savait où elle était allée. Sa vie de mensonges et de manipulation s'était finalement terminée dans la solitude et l'oubli. Il faisait partie de mon passé, une leçon coûteuse que la vie m'avait enseignée. Je ne leur en voulais plus, non pas parce qu'ils méritaient le pardon, mais parce que je méritais la paix. Élise, Marc a soudainement pris ma main. Sa voix était un peu hésitante, mais sincère. Je sais que tu as beaucoup souffert. Moi aussi. Nous sommes tous les deux tombés, nous avons tous les deux perdu la foi. Mais en étant à tes côtés cette année, en te voyant si forte, en te voyant renaître, j'ai recommencé à croire en un nouveau départ. Il a serré doucement ma main, me regardant profondément dans les yeux. Son regard était rempli de respect et d'une affection profonde. Est-ce que Léo et moi pourrions faire partie de ton avenir? Je ne peux pas te promettre une vie matérielle aussi riche qu'avant, mais je te promets de te donner la paix, le respect et un amour sincère pour le reste de ma vie. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses yeux.
Des yeux sans mensonge ni calcul, seulement de la chaleur et de la confiance. Je n'ai pas répondu tout de suite, laissant la chaleur de sa main se propager en moi. Des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur et d'émotion. Le passé douloureux m'avait forgé, une femme qui ne croyait plus naïvement aux promesses, mais qui n'avait pas perdu la foi en un amour vrai, un amour bâti sur la compréhension et le partage. J'ai répondu par un léger hochement de tête qui valait 1000 mots. Marc a souri radieusement, un sourire qui semblait effacer toutes les ombres de son visage. Léo, qui chassait les papillons dans le jardin, a soudainement vu nos mains jointes, a couru vers nous et a grimpé sur mes genoux. « Tati Élise, tonton Marc, qu'est-ce que vous faites? Je veux jouer avec vous aussi. » Marc et moi nous sommes regardés et nous avons éclaté de rire ensemble. J'ai serré Léo fort contre moi. Marc a passé son bras autour de nous deux, nous enveloppant tous les deux. 3 personnes, 3 vies qui semblaient brisées, trouvant maintenant l'une en l'autre une famille complète, un foyer chaleureux. Le soleil couchant est descendu, colorant le ciel d'un orange éblouissant. Des cendres de la trahison, j'étais véritablement rené, magnifique et forte, comme un phénix. La vie m'avait pris un faux mari, mais m'avait rendu un ciel de liberté et un bonheur authentique. Et je savais que ce n'était pas la fin, mais seulement le début d'un nouveau chapitre de ma vie, rempli de joie et de lumière. Un voyage que je n'aurais plus à faire seul,